Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé ce jeudi à la nation à l'occasion du 42e anniversaire de la libération du Sinaï. Le chef de l'État a félicité le peuple égyptien à cette occasion glorieuse de l'histoire de l'Égypte. Il a déclaré que le Sinaï, cette partie si chère des territoires égyptiens sacrés, avait tant été visée par les ennemis. Il a ajouté que le peuple égyptien et les forces armées avaient à plusieurs reprises préservé le Sinaï. Il a indiqué que la lutte des Égyptiens en faveur du Sinaï représentait une épopée d'héroïsme, de sacrifice et de détermination. El-Sisi a ajouté que le Sinaï, qui avait été libéré par la guerre aussi bien que par la diplomatie, restera témoin de la force de l'Égypte, de son peuple, de ses forces armées et de ses institutions. Le chef de l'État a conclu que le Sinaï restera toujours symbole éternel de la détermination du peuple égyptien à repousser les ennemis tout au long de l'histoire. Et à l'occasion de la fête de la libération du Sinaï, le Conseil des ministres a publié un rapport sur le développement de cette région au cours des 10 dernières années dans les domaines de l'investissement, l'agriculture, les services sanitaires, le tourisme, l'écologie ainsi que l'infrastructure. Voici les détails en images. Le Conseil des ministres a publié un rapport sur le développement en Sinaï au cours des 10 dernières années dans plusieurs domaines. Dans le domaine des investissements, le total des investissements dans les villes du Sinaï et du canal de Suez a été multiplié par 10, atteignant 58,8 milliards de livres égyptiennes en 2023-2024 contre 5,9 milliards de livres en 2013-2014. Ces investissements représentent 337 opportunités d'investissement dans le domaine divers et 180 opportunités dans le domaine de l'industrie. De plus, 3 centres de services aux investisseurs ont été créés pour servir 5 500 entreprises. Dans le domaine de l'agriculture et des services sanitaires, la plus grande station d'épuration des eaux usées agricoles au monde dans le nord du Sinaï a été inaugurée en 2021. Par ailleurs, 13 projets ont été mis en œuvre pour traiter les eaux usées et l'eau agricole, avec une capacité de 7 millions de mètres cubes par jour. D'autre part, 55 projets d'eau potable ont été réalisés avec une capacité de 697 000 mètres cubes par jour et 34 usines de dessalement d'eau de mer ont été mises en place, atteignant 49 stations jusqu'en mars 2024 contre 15 stations en 2014. En ce qui concerne le tourisme, et surtout pour attirer le tourisme religieux, le ministère du Tourisme et des Antiquités exécute un projet connu sous le nom La Grande Transfiguration. Ce projet sera inauguré dans quelques mois et vise à développer des sites d'importance historique et religieuse au Sinaï, surtout dans la ville de Sainte-Catherine et les montagnes entourant la vallée sainte. Dans le domaine de l'infrastructure, 5 tunnels sous le canal de Suez ont été construits, portant le nombre de tunnels à 6 en 2024 contre un seul tunnel en 2023. 5000 km de routes ont été modernisés et 7 nouveaux ponts ont vu le jour. Le 25 avril est un jour de congé payé pour les employés du secteur privé à l'occasion du 42e anniversaire donc, de la libération du Sinaï donc en 1982 et qui a eu lieu 9 ans après la grande victoire du 6 octobre 1973. À cette occasion, le ministre du Travail, Hassan Shahata, a indiqué que si les conditions de travail l'exigent, l'employé a droit au double de son salaire pour cette journée. Ce congé payé est valable pour les ministères, les services et les organismes publics ainsi que pour les municipalités et les entreprises des secteurs publics et privés. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du Premier ministre néerlandais Mark Rutte. L'appel a porté sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer sur tous les niveaux, politiques et économiques, conformément au développement observé dans les relations égypto-européennes. L'appel a aussi abordé la situation dans la bande de Gaza et les efforts égyptiens visant à restaurer la stabilité régionale en parvenant à un cessez-le-feu et en faisant pénétrer l'aide humanitaire. Le président el-Sisi a souligné la nécessité de mettre fin à cette guerre, mettant en garde contre toute opération militaire dans la ville palestinienne de Rafah qui entraînerait des répercussions catastrophiques
sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza ainsi que sur la paix et la sécurité régionale. Le chef de l'organisme général égyptien de l'information, Dia Rachwan, a déclaré qu'une invasion israélienne de la ville palestinienne de Rafah serait inefficace pour atteindre les objectifs affichés d'Israël, à savoir la libération des captifs israéliens ou l'élimination du Hamas. Rachwan a averti qu'une invasion terrestre de Rafah mettrait en péril plus de 4 décennies de relations pacifiques entre l'Égypte et Israël. Les forces du Premier ministre Benjamin Netanyahu rentreraient bredouilles de Rafah, a-t-il ajouté, qualifiant de vaines menaces les plans d'invasion de Rafah de Netanyahu. Mardi, Rachwan avait nié les rapports de presse selon lesquels l'Égypte aurait discuté avec Israël des plans relatifs à l'invasion de Rafah, réaffirmant le rejet catégorique du Caire d'une telle opération. Et on enchaîne avec le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a évoqué avec les responsables de la société tunisienne Coficab, leader mondial de la conception et la fabrication des câbles et des fils électriques pour automobiles, la construction de son usine dans la ville du 10 Ramadan. L'usine qui devrait être opérationnelle en 2027 créera environ 1000 emplois et générera des exportations de plus de 200 millions de dollars par an. Le projet de Coficab s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement égyptien pour localiser l'industrie automobile en Égypte, en particulier des véhicules électriques. 55% des composants de la production de Coficab seront fabriqués localement. La fabrication des câbles électriques pour automobiles est un secteur important en Égypte qui a connu une croissance notable ces dernières années. On continue de parler économie avec le ministre des Finances, Mohamed Maïd, qui a déclaré devant le Parlement lors d'une présentation de budget général de l'État pour l'exercice financier 2024-2025 que les recettes du nouveau budget s'élèvent à 2600 milliards de livres égyptiennes. Maïd a souligné que ce budget a été conçu de manière à mieux absorber les chocs économiques comme ceux observés au cours des 4 dernières années. Selon lui, l'efficacité des dépenses publiques y a été améliorée, ce qui va de pair avec le processus de développement de l'économie. Maït a souligné que les augmentations salariales, notamment celle du salaire minimum, et la hausse des pensions de retraite introduites selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi sont en hausse de 6,96% par rapport à l'exercice actuel. Il a expliqué que le ministère des Finances cherche à améliorer la gestion de la dette publique. Au cours des 3 prochaines années, l'objectif sera de réduire le ratio dette-PIB à moins de 80%. Et le ministre de l'Irrigation, Hani Souelam, a souligné l'importance de recourir à des techniques simples et peu coûteuses pour faire face aux défis de l'eau. Cette déclaration a été faite lors d'un entretien avec le directeur exécutif du réseau islamique pour le développement et la gestion des sources d'eau issues de l'Organisation de la coopération islamique. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer cette coopération entre le ministère et l'organisation dans le domaine de la gestion de l'eau. Souelam a souligné l'importance d'appliquer le concept eau, alimentation et énergie pour réaliser les objectifs de développement durable, en particulier le 6e objectif relatif à l'eau. Le ministre d'État pour la production militaire, Mohamed Salah Eddine Mustafa, a inauguré le centre de gestion de crise au siège du ministère à la nouvelle capitale administrative. Selon le ministre, l'inauguration s'inscrit dans le cadre du processus de transformation numérique de l'État égyptien et dans le cadre du soutien au plan de développement durable et de la vision Égypte 2030. Il s'agit d'une cellule opérationnelle complète et spécialisée où sont utilisées les technologies modernes de télécommunication dans le cadre d'un réseau unifié et entièrement sécurisé, mis en place conformément aux dernières normes internationales. Le ministre d'État pour la production militaire a souligné la nécessité de mettre en place
des mécanismes pour coordonner le travail du centre et de suivre périodiquement son système de travail afin de réaliser les objectifs de sa création. Et à présent, on va parler tourisme avec Hadia Osman et Sherif Boussela qui nous donnent les dernières nouvelles. Dans le cadre des efforts déployés par le ministère du Tourisme et des Antiquités, représenté par le Conseil suprême des Antiquités, pour restaurer et développer les sites archéologiques et les musées à travers le pays afin d'améliorer l'expérience touristique, qui est l'un des principaux piliers de la stratégie nationale pour le développement du tourisme en Égypte, M. Mo'men Othman, chef du secteur des musées au Conseil suprême des Antiquités, a effectué une tournée pour inspecter les derniers développements en matière de restauration et de développement du musée national de Rachid, Rosette. L'importance de ce projet tient à la valeur historique de la maison archéologique dans laquelle se trouve le musée, qui ajoutera une nouvelle attraction touristique à la ville de Rosette, ajoutant que le projet de développement du musée contribuera à enrichir l'expérience touristique des Égyptiens et des touristes qui visitent la ville. Le musée national de Rosette a été inauguré pour la première fois en présence du feu président Gamal Abdel Nasser le 19 septembre 1959. Cette date est ensuite devenue la journée nationale du gouvernorat de Bahira en commémoration de la victoire du peuple de Rosette sur la campagne anglaise en 1807. Le musée abrite un certain nombre d'artefacts dont le plus important est une réplique de la pierre de Rosette, des objets et des modèles illustrant la lutte du peuple de la ville de Rachid et les batailles qu'ils ont menées contre les colonialismes français et anglais, ainsi que de nombreux artefacts découverts lors des fouilles qui ont eu lieu sur la colline d'Abou Mandour à Rachid. On va parler sport à présent. C'est en Égypte que se déroule la première édition du championnat militaire arabe d'équitation. En effet, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier à l'inauguration du championnat dans la cité olympique internationale égyptienne. Le championnat se déroulera jusqu'à samedi. 11 pays arabes y participent. Voici un compte rendu. L'Égypte organise la première édition du championnat militaire arabe d'équitation sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République, commandant suprême des forces armées. L'organisation du championnat militaire arabe d'équitation coïncide avec la célébration du 42e anniversaire de la libération du Sinaï le 25 avril. Participent à ce championnat 11 pays arabes, à savoir Égypte, Libye, Qatar, Algérie, Koweït, Tunisie, Syrie, Irak, Arabie Saoudite, Jordanie, Émirats arabes unis, en présence de commandants des forces armées, des attachés militaires, des personnalités publiques et des professionnels des médias. Le championnat militaire arabe d'équitation 2024 se tient du 24 au 27 avril. L'accueil de l'Égypte à ce championnat arabe confirme l'intérêt de l'État égyptien pour le développement de divers sports et des capacités qualifiées pour organiser avec compétence des événements internationaux. Centre administratif, économique, culturel, religieux et sportif, la capitale administrative se pose comme la nouvelle face d'une Égypte moderne. Dans la dynamique de l'aménagement de la nouvelle capitale administrative, l'Égypte a érigé une cité olympique, un projet olympique et paralympique ambitieux dont la construction a duré 6 ans et qui permet d'accueillir les Jeux olympiques et les championnats. L'équitation a toujours fait partie de l'histoire arabe. Le calife Omar ibn Khattab conseillait aux familles d'apprendre à leurs enfants la natation, le tir et l'équitation. Mais l'équitation, en tant que sport, date du temps de Mohammed Ali. L'équitation est à la fois un sport, une relation et une histoire. L'équitation est un sport qui engage 2 sportifs, le cheval et son cavalier. Parallèlement à cette compétition, l'Égypte accueille aussi depuis hier le championnat d'Afrique de judo. 33 pays africains y participent et ce jusqu'au 28 avril. Les judokas africains accordent une attention particulière à cet événement
vu que c'est un tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques de Paris et où chaque athlète attribue 700 points assurant sa qualification au championnat du monde de judo. Les athlètes égyptiens avaient décroché le titre de champion d'Afrique de judo joué au Maroc en 2023 avec pas moins de 8 médailles, dont 3 en or et 2 en argent. L'Algérie était deuxième avec un total de 5 médailles. Sachez que avait déjà organisé les championnats du monde en judo 2005. Allez, on termine rapidement avec les nouvelles en bref. Le Premier ministre publie 2 décrets accordant aux employés des secteurs publics et privés une pause prolongée le dimanche et le lundi 5 au 6 mai pour marquer les festivités de la fête du travail et de Shem el-Nessim. L'Égypte explore de nouvelles opportunités d'investissement chinois pour la zone franche prévue de la nouvelle ville d'El Alamein. On enchaîne avec cette nouvelle. Une usine d'État égyptienne offrira bientôt des préparations pour nourrissons à un prix de 40 à 50% de moins que ceux importés. Et enfin, le nombre de touristes chinois visitant l'Égypte en 2023 a augmenté de 254% par rapport à 2022. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité, profitez de votre week-end prolongé et je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt. Au revoir.